Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme chaque jour, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Au sommaire, ce soir, j'aurai le plaisir d'avoir sur ce plateau deux personnes du membre des conseils de l'Ordre des avocats ainsi que Madame la bâtonnier d'Annecy. Il sera question de réforme de la justice. Nous accueillerons également Franck Parchou du Parc national de la Vanoise pour parler du bouquetin des Alpes, sans oublier un petit détour par Skype et nos confrères de Explicit qui répondront à nos questions d'ici quelques minutes. Et nous irons faire en fin d'émission un détour du côté d'Avoria pour les Natural Games. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter et à réagir grâce au hashtag Accès Direct. C'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Bienvenue à tous. Et on commence avec Fanette. Bonsoir. Salut. T'as eu la grève du sommaire aujourd'hui. J'ai eu la grève du sommaire, mais c'est partout. Elle nous envahit. Il y a un petit problème avec la régie, on me dit, mais bon, on n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. Et on n'aura pas les titres du JT non plus, on me dit, mais par contre tu vas nous les faire parce que tu les connais par cœur. Et on commence dans quelques minutes au JT avec une histoire de chenillette. Voilà, ça se passe du côté de Pradly-Saumont. Tu sais, c'est compliqué, il y a souvent des glissements de terrain, des éboulements sur la route qui relie Taninges à la station de Pradly. Donc c'est le cas depuis le 30 mars, la route est fermée, elle est ouverte ponctuellement pour permettre le ravitaillement, etc. Mais donc le quotidien, ça se passe en chenillette pour assurer le transit entre la station et les villages. Je suis sûr que tous les touristes doivent vraiment adorer ça. C'est folklore. Au moins. Et puis on ira du côté de Genève et de Palexpo. Voilà, pour la 46e édition du Salon des Inventions. D'habitude, c'est toi qui t'y colle, mais cette année, c'est Mariette Guinet qui a été y faire un tour. Donc, elle nous a dégoté un bateau qui va nettoyer le fond des océans, une boîte à pizza qui laisse les mains libres. Comme ça, tu peux manger ta pizza, donc ça va t'intéresser. Et puis, il y en a un troisième que j'ai oublié. Le football. Pour le fémur. Voilà, quelque chose qui protège tibia. Voilà. Donc, on saura tout à l'heure avec Mariette Guinet. Tout simplement. Merci beaucoup, Fanette. Eh ben, bon courage. On se retrouve dans quelques minutes, mais c'est ça les aléas du direct, c'est ça qu'on aime. Merci beaucoup, Fanette, et j'accueille tout de suite nos invités du jour. Et il n'y a pas de playbox, donc il n'y a pas de virgule. Donc j'accueille quand même mes invités du jour. Mesdames, bonjour. Bonjour. Pauline Cornu, membre du Conseil de l'Ordre des avocats d'Annecy. Myriam Quéré, bâtonnier d'Annecy. Oui. Mesdames, merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. On le disait en titre, c'est vrai que la réforme de la justice a fait couler beaucoup d'encre. On le rappelle, donc tout ça date de octobre dernier avec un projet de loi, 5 chantiers, des procédures pénales et civiles, le sens et l'efficacité des peines, l'organisation territoriale, la numérisation, bref, beaucoup de dossiers. Tout ça, c'est un projet de loi qui devrait être présenté au Conseil des ministres le 18 avril. Et hier, c'était mobilisation parisienne. Myriam Quéré, je crois que vous étiez sur place, si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai que la réforme de la justice, on en entend beaucoup parler, mais dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va impacter? Déjà, vous, en tant que professionnel de la justice, êtes-vous impacté au premier plan par cette réforme? Pas vraiment. Ça, c'est fait. Dans le sens où, même si avec la réforme, il y aura une adaptation de nos cabinets, il n'empêche qu'on aura toujours la possibilité de développer d'autres secteurs, notamment la réforme met l'accent sur les modes amiables de règlement. On a beaucoup de confrères sur le barreau d'Annecy, mais il y en a aussi ailleurs, sur d'autres barreaux, qui sont déjà formés à ce mode-là. Donc, tous les dossiers qu'on pouvait avoir en contentieux, on accentuera certainement le mode amiable. Dans l'exercice du métier, quand on reçoit quelqu'un, on l'écoute, on analyse, on cherche à comprendre, on analyse et on voit ce qui est la meilleure solution pour lui. Est-ce qu'elle est amiable ou est-ce qu'elle est contentieuse? Si l'amiable échoue, on a toujours le contentieux. Donc, il y aura un impact, mais il ne sera pas aussi important que ça pour nous. Je pense qu'il y aura beaucoup de cabinets qui sauront s'adapter. Alors par contre, pour les usagers, ceux qui font appel à la justice, aux magistrats, Pauline Cornu, qu'est-ce que ça va changer cette réforme? Je pense que la réforme va quand même avoir effectivement un impact conséquent pour les justiciables. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a à la fois une désertification qui s'annonce, n'en déplaise, et également la suppression du juge avec une certaine robotisation de la justice. Donc il est vrai que pour le justiciable, il va être à la fois plus compliqué d'accéder à la justice, mais aussi
compliqué de se retrouver finalement derrière son écran d'ordinateur, puisqu'on a la volonté de généraliser par exemple la saisine des tribunaux par le biais d'un portail gouvernemental. Donc plus compliqué derrière d'expliquer sa demande quand on n'a pas fait des études notamment juridiques pour transformer finalement un problème lambda, type problème avec son voisin, problème avec sa nounou, et expliquer au juge la demande concrète qu'on formule. Un nombre de caractères restreints. Voilà. J'imagine, c'est un métier à part entière concrètement. Là, on est vraiment sur l'onglet numérisation justement de cette justice. Numérisation, pardon. Concrètement, est-ce que vous voyez les choses sous un bon œil concrètement? Ça va dans le bon sens selon vous, Myriam Carré? Le numérique, c'est un outil. Et effectivement, on est au XXIe siècle. On peut imaginer que cet outil, il peut rendre performant, peut-être faire gagner du temps, mais il ne faut pas que ce soit une fin en soi. Dans un problème, dans un litige, ce qui est au cœur du problème, c'est quand même la personne. Et, je suis heureux de vous l'entendre dire. c'est la personne, et du coup, qu'on mette au service de la personne un certain nombre de technologies, oui, mais en faire quelque chose qui deviendrait ou qui remplacerait le magistrat, non, ce n'est pas possible ni concevable. Tout à l'heure, ma consoeur parlait par exemple de problème avec son voisin. C'est un dossier qu'on peut trouver devant le tribunal d'instance. L'avocat n'est pas obligatoire, la personne peut venir toute seule et puis avoir fait, c'est le tribunal qui aura convoqué ou il aura assigné son voisin. Mais les magistrats, en écoutant, va les guider, en leur posant des questions, il va leur expliquer un petit peu comment ça se passe, etc. Devant un ordinateur, ils n'auront plus tout ça. Alors la première excuse entre guillemets qui est avancée, c'est pour des raisons budgétaires que cette réforme de la justice doit se faire. Pourtant, aujourd'hui, le budget de la justice française est 2 fois moins important que nos voisins allemands, par exemple. Oui. Où on en est, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire des économies encore sur le post-budget justice? Alors, en tant qu'avocat, on dira que non, bien sûr. J'imagine bien. Voilà. D'autant que, alors, on n'est pas les seuls, je pense, à penser ça, puisque parmi les chantiers de la justice, il y a un rapport qui a été établi par messieurs Rimbaud et Houillon, qui ont préconisé tout au début de leur rapport, c'est qu'il fallait déjà remettre à niveau le budget de la justice pour lui donner les moyens de travailler convenablement telle qu'elle existe aujourd'hui. Et une fois qu'on avait trouvé ce niveau-là, atteint ce niveau-là, à ce moment-là, on pouvait penser à la réforme. Et ce n'est pas du tout ce qui est préconisé par le rapport qui est déposé par Madame Belloubet. Dans la manifestation parisienne, on a pu lire beaucoup de slogans sur les pancartes contre une justice sans juge, contre le recul des droits de la défense, pour une justice de proximité. Ça vous évoque quoi, Pauline Cornu? Eh bien, ce sont justement tous les principaux problèmes de cette réforme. Puisque aujourd'hui, je pense que la justice ne peut pas se passer des hommes, que ce soit les magistrats, les greffiers, parce qu'eux aussi sont menacés. Et il est vraiment important également de ne pas porter atteinte gravement aux libertés et aux droits de la défense pour satisfaire des objectifs financiers. Et c'est un petit peu la difficulté de cette réforme. Je prends un exemple, par exemple, est en question la création du tribunal criminel. Pourquoi? Parce qu'une cour d'assises, ça coûte très cher. Sauf que quelle est la difficulté du tribunal criminel? On voudra finalement généraliser, en quelque sorte, la correctionnalisation de certains crimes. On crée ainsi une hiérarchie au sein des crimes. Il y a ceux qui sont suffisamment graves pour aller devant une cour d'assises et les autres pour aller devant un tribunal criminel. Mais je prends un autre exemple, le viol. Le viol, il sera typiquement le crime qui relèvera du tribunal criminel. Donc on dit quoi à la victime? On lui dit, eh bien finalement, certes, vous avez été victime d'un crime, mais pas suffisamment grave pour aller devant une cour d'assises. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est qu'une cour d'assises, elle prend le temps, elle écoute. Demain, le tribunal criminel, et on lui demandera une rentabilité, un rendement, et il n'écoutera pas de la même manière. Nous en sommes quasiment convaincus. C'est synonyme d'une justice à deux vitesses, du coup, selon vous? Oui, je pense qu'on peut effectivement parler d'une justice à 2 vitesses parce que d'une part, on a par les réformes qui touchent la procédure civile, l'instauration finalement d'une justice privée avec notamment la volonté de rendre automatique
les règlements alternatifs. Alors comme vous l'a rappelé Madame le Bâtonnier, bien sûr qu'on les pratique d'ores et déjà, mais il y a ceux qui pourront véritablement y recourir parce qu'ils en ont les moyens, et puis les autres qui, s'ils sont au bénéfice de l'aide juridictionnelle, pourront profiter de cette aide. Mais la tranche intermédiaire de la France qui n'a ni l'aide juridictionnelle ni les moyens de recourir à la médiation compte tenu de son coût, eh bien, elle sera lésée. Et puis aussi une justice à deux vitesses, parce que effectivement, une hiérarchie, comme je le disais, même au niveau de la chaîne pénale, avec ce que l'on considère comme véritablement grave et qui mérite une écoute, et puis le reste. Concrètement, ça veut dire la mort d'une profession. Le corps de métier de la justice française aujourd'hui est en danger. Alors, dans l'immédiat, peut-être pas, puisque je ne pense pas qu'on peut tout réformer comme ça d'un coup, ça ira par palier. Mais en tout cas, le sentiment que nous avons dans la profession, c'est qu'il n'y a pas eu de réflexion réelle sur quelle justice on veut demain. Donc, pourquoi on fait cette réforme? Quel est l'objectif à atteindre ou les objectifs à atteindre? Puisque tout est mis à niveau, comparé par rapport à un budget. Ensuite, il faut peut-être rappeler que la justice fait partie des 3 piliers qui fait que notre démocratie existe aujourd'hui et qu'elle reste à peu près équilibrée. Elle n'est pas parfaite, mais c'est normal. On est des humains, donc rien n'est parfait. Mais en tout cas, la justice est le garant des droits et des libertés des citoyens, droits et libertés qui sont rappelés dans notre Constitution, qui sont de la compétence du Parlement et qui est là aussi, puisque le Parlement étant constitué de gens élus par le peuple, il est aussi là pour s'assurer que ça c'est respecté, et la justice pour appliquer les règles qui respectent ça. Et du coup, demain, si on doit restreindre au maximum l'accès à la justice, on peut se demander si effectivement, petit à petit, même les magistrats eux-mêmes ne disparaîtront pas complètement, on est bien d'accord, mais il y en aura certainement un moins grand nombre, parce qu'il y aura une partie qui sera traitée de façon numérique par des algorithmes. Dernière petite question, très rapidement. Ce projet de loi, il est présenté justement devant le Conseil des ministres le 18 avril prochain, dans quelques jours. Il y a d'autres actions qui sont prévues, d'autres grèves, d'autres manifestations? Alors, dans l'absolu, oui, il y a des barreaux qui feront peut-être encore les fameuses grèves perlées. D'autres lèveront peut-être le pied là-dessus, parce qu'on veut attendre justement ce qui va se passer le 18, et puis se préparer à peut-être d'autres actions, peut-être plus ciblées, ou en tout cas actualisées par rapport à ce qui se passera. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Courage pour votre action et pour la continuité de vos fonctions. Merci de nous avoir reçus. C'est un plaisir. Je vous laisse repartir en régie. Et tout de suite, on va changer de chapitre et accueillir via Skype Emmanuel Goubert, le directeur de la rédaction d'Explicite. C'est notre invité, on en parle. Oui, tout full quand c'était la revue de presse, mais bon, c'est moi qui me plante pour une fois, c'est pas grave. Je vais accueillir donc Emmanuel Goubert par Skype. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Oui, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur de la rédaction d'Explicite. Alors, en quelques mots, comment on peut résumer? Vous êtes les pionniers du mojo, du fameux mobile journalisme. Pour les néophytes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Explicite, c'est une aventure qui s'est lancée il y a un an maintenant, d'abord sur les réseaux sociaux, et effectivement avec du journalisme mobile, c'est-à-dire qu'on a été dans un premier temps expérimenté pendant plusieurs mois des nouveaux formats journalistiques en utilisant de la vidéo avec un smartphone tout simplement, et on s'est servi de ces mois comme d'un laboratoire pour voir ce qui marchait moins, et puis ce que les gens attendaient, et on est arrivé à un certain nombre de conclusions, et aussi on a fait des choix et on a décidé de lancer un site et une application mobile pour qu'on puisse nous avoir sur tous les supports, et on a également fait le choix de lancer ce site par l'abonnement pour pouvoir entièrement garantir notre indépendance et offrir à tous nos abonnés du journalisme de qualité, du journalisme qui fait des choix, qui les assume, et puis surtout qui essaie de rendre l'information simple, explicite, et voilà, c'est toute la philosophie de notre démarche. Alors vous êtes arrivé sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux il y a quelques jours seulement avec l'ouverture d'une page Facebook dédiée. Pour vous, c'est vraiment ça l'information de demain, ça passe par le net, par les réseaux sociaux?
Alors ça passe par le net, oui, parce que c'est comme ça que l'information circule. Les réseaux sociaux, c'est un support pour se faire connaître. Nous, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Mais on a vu que c'était pas suffisant parce que les réseaux sociaux, on peut pas entièrement contrôler là où va l'information. On peut pas savoir quel est le nombre des personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux qui vont finalement avoir accès à vos contenus. Donc on a choisi de lancer ce site internet explicite.info et cette application mobile sur Android et sur iPhone, sur iOS, qui permettra à tout le monde de nous retrouver. Donc on garde ses deux pieds sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, et puis ce site explicite.info et les applications où vous pouvez retrouver l'ensemble de nos contenus. Pour vous résumer, tous les jours, on va produire un certain nombre d'informations, des petits articles, ce qu'on appelle le fil, c'est des petits articles, nos choix de l'information, des articles qui font un peu bouger les lignes, et puis des choses qui sont un peu plus travaillées, du reportage, à la fois en vidéo, mais aussi en texte. On utilise un petit peu toutes les écritures qui sont possibles grâce au digital et on les a mis sur une seule plateforme, explicite.info, et sur cette application, de sorte que le plus grand nombre de personnes vont pouvoir se retrouver là-dedans et se dire tout simplement il y a des choses dans l'actualité qu'on ne comprend pas, des concepts qui nous paraissent un peu compliqués. Nous, on essaie de les rendre plus simples, plus explicites. Puis la particularité du site explicite.info et de l'application mobile, c'est qu'il y a un petit bouton magique. Si vous allez sur notre application, sur notre site, vous allez voir en bas, il y a un petit hexagone qui change de couleur. Si vous cliquez dessus, ça ouvre une petite page sur le côté et cette page-là, elle va vous donner toutes les clés pour comprendre l'actualité. Il y a souvent des mots qu'on ne comprend pas. On donne souvent l'exemple sunnite, chiite, on en entend parler dans l'actualité. On ne saurait pas très bien dire ce que ça recouvre comme réalité. Ben nous, on va vous donner quelques clés très simples pour que vous puissiez avoir réellement les clés de l'information, bien comprendre. Et puis aussi, on offre un certain nombre de reportages qui vous permettent d'aller à la rencontre du pays. On a un format notamment qui s'appelle Sur la route. Ce format Sur la route, chaque mois, on va aller dans un département français, de France métropolitaine ou d'outre-mer, pour aller à la rencontre des gens en n'ayant pas trop d'a priori et juste en leur demandant ce que sont leurs préoccupations du moment. Emmanuel Goubert, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos quelques questions. Je vous laisse continuer de travailler pour mieux comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est vraiment que explicite.info. Tout de suite, on va vous lancer un petit extrait pour mieux comprendre et pour vous aussi vous mettre à adorer l'actualité. L'islam comprend deux branches principales, les sunnites et les chiites. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre vous aussi sur explicite.info. On leur fait un gros coucou puisque c'est eux qui nous ont formés au Mojo, au mobile journalisme et via lesquels justement on peut vous proposer autant de contenu sur nos réseaux sociaux. Et pendant ce bref interlude, Franck Parchou m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un technicien du patrimoine naturel, gestion des ressources forestières et aquatiques au Parc national de la Vanoise, adjoint au chef au secteur de Modane, ça fait pas mal de casquettes. Ouais, on jongle un peu entre tout ça. Et aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de l'emblème du parc, de l'emblème des Alpes, du bouquetin des Alpes. C'est un gros dossier, j'imagine qu'il vous prend un bon moment. Aujourd'hui, la population, elle est vraiment ciblée, elle est vraiment contrôlée, scrutée, comptée. Concrètement, déjà, on en est où au sein du parc national de la Vanoise? Est-ce que la population de bouquetin des Alpes se porte bien? Alors globalement, oui, elle se porte bien. Après, on ne maîtrise pas tout, comme vous dites. Il y a encore plein de choses qui restent à découvrir. Mais effectivement, on a un certain nombre d'éléments de suivi qui nous permettent, justement, c'est le but, de voir si elle se porte bien en termes d'effectifs et puis en termes également sanitaires. Donc en termes d'effectifs, on peut dire qu'elle se porte bien puisque du coup,
On est parti d'une cinquantaine, une soixantaine d'individus dans les années 60. C'était le la dernier création du foyer parc. de bouquetins en France à la création du parc. Et aujourd'hui, on est entre 2500 et 3000 bouquetins sur le parc. Et puis, il a regagné un tas de territoires au niveau national. Ça, c'est grâce notamment à certaines actions de prélèvement qui ont eu lieu également dans le parc de la Vanoise pour repeupler d'autres massifs français. Voilà, c'est grâce à plusieurs choses. La première chose, il y a eu la création du parc qui a permis de protéger un peu ce dernier noyau de bouquetins français. Et puis ensuite, il y a eu la loi de 1976 qui l'a protégé sur l'ensemble du territoire en le classant en espèce protégée. Et puis ensuite, effectivement, il y a eu d'une part des recolonisations naturelles et d'autre part des réintroductions qui ont permis d'accélérer un petit peu la reconquête de son territoire. Donc, il y en a eu un petit peu sur tout l'arc alpin. Aujourd'hui, comment vous faites pour savoir exactement où vous en êtes avec cette population? J'imagine bien sûr qu'il y a des comptages réguliers qui sont organisés, mais de plus en plus, les bêtes sont également marquées. Il y a effectivement deux choses. Il y a les comptages qui ont été faits depuis le début du parc, qu'on appelait des comptages globaux. On ne compte jamais tout, on peut en rater quelques-uns, mais qui essayaient effectivement d'avoir un effectif de bouquetins. Donc là, on saucissonne la montagne en quartiers de comptage qui sont parcourus par des équipes qui vont compter les animaux qui sont vus, qui sont mis en radio pour qu'il n'y ait pas de double comptage. C'est à l'ancienne, à la jumelle, et avec des petits bâtonnets pour chaque individu. Tout à fait, avec une fiche, et on marque ça, on reporte sur carte. Après, tout ça est informatisé, mais enfin, sur le terrain, voilà, c'est encore au crayon. Et c'est bien encore ce qui va le mieux sous la pluie. Donc, c'est la première chose. Aujourd'hui, on a une population qui augmente en termes de surface de territoire. Ces grands comptages, leur résultat, on sait qu'on ne voit pas tout, mais on ne sait pas ce qu'on rate, en fait. Donc aujourd'hui, on est en train de basculer sur d'autres méthodes qu'on appelle des indices. Donc le but, en fait, c'est pas de connaître le nombre d'individus qu'on a, on n'en est plus là. C'est plutôt de savoir effectivement la tendance d'évolution de la population. Si elle augmente pas, de combien. Et surtout, du coup, d'avoir un chiffre qui est plus fiable. Voilà. On n'aura plus le chiffre exact, mais le chiffre qu'on aura en termes de tendance évolutive, il sera plus fiable. Donc c'est ce genre de choses qu'on essaye de développer. Alors on en est où concrètement aujourd'hui? Cette population de bouquetins de la Vanoise, elle évolue? Alors elle évolue. Depuis, donc, on parlait tout à l'heure, 63, elle a cessé d'augmenter. Jusqu'à un épisode entre l'été 2007 et puis l'hiver qui a suivi, où on a eu une grosse mortalité suite à une maladie. Enfin, on n'a pas tout expliqué, mais en gros, plutôt la bronchopneumonie. La bronchopneumonie, Voilà. j'étais pas à jour encore. Et effectivement, qui était en concomitante avec une épidémie de kératoconjonctivite également. Donc, qui a affecté un certain nombre de populations du parc et donc qui a fait effectivement donner une grosse mortalité. Donc là, on a eu un petit peu une chute importante sur certains secteurs du parc. Quelques années de latence qui ont été dues à ça avant que la population reparte. Et aujourd'hui, on est reparti dans une bonne dynamique. Et voilà. Donc la population se porte bien. Et donc d'un point de vue sanitaire, puisque vous parliez de capture aussi tout à l'heure, dans le cadre des captures, on fait des prélèvements pour avoir un état sanitaire de la population. Et donc globalement, la population est en bonne santé. Il y a des maladies comme la kératoconjonctivite ou les bronchopneumonies qui restent toujours un peu endémiques. Et des fois, il peut y avoir un petit peu des pics, mais c'est normal dans ce genre de population. Voilà. Mais par exemple, vous évoquiez la brucellose. On sait qu'en Vanoise, on a une population qui est indemne de brucellose. Justement, c'est vrai que le bouquetin des Alpes a beaucoup défrayé la chronique il y a ces dernières années, notamment avec l'épidémie de brucellose sur le massif du Bargy. Alors ça ne vous concerne pas, c'est plus dans les Aravis avec une population qui était vraiment fermée sur elle-même et avec pas de concomitance avec d'autres populations de bouquetins. Ça ne vous concerne pas ou concrètement on fait toujours attention aux évolutions avec des prises de sang régulières sur des individus? On fait toujours des contrôles, on les faisait déjà avant. Effectivement, sur le Bargy, c'est une population, parce que comme on le disait avant, le bouquetin il était présent qu'en Vanoise, puis il a été réintroduit dans différents espaces protégés. Donc ces populations réintroduites, elles feront aussi l'objet d'un suivi. Donc sur les populations suivies, on détecte assez bien ce qui peut se passer. Enfin, on peut des fois passer à côté, mais quand même le suivi permet d'avoir un bon regard là-dessus. La population du Bargy n'était pas suivie, donc il n'y avait effectivement pas de contrôle sanitaire. Après, voilà, c'est un indice qu'on suit. On n'est pas concerné directement en termes de continuité, même si il y a des fois des individus qui vont loin. Dans la nature, les choses bougent, donc il n'y a pas de connexion fréquente, mais il y a des choses qui peuvent arriver. Mais voilà, on sait de toute façon que la faune sauvage et la faune domestique peuvent se passer des maladies, dans un sens comme dans l'autre. Et dans le cas du Bargy, c'est une maladie qui était passée de la faune domestique à la faune sauvage, et comme s'il n'y avait pas de suivi, elle s'est développée dans cette faune sauvage, et c'est devenu un réservoir qui a pu repasser à la faune domestique. Donc sur l'ensemble de la faune sauvage, c'est une problématique qui existe, on en est conscient, et donc ce qui justifie aussi les suivis qu'on fait.
Aujourd'hui, on le sait, il y a des bouquetins de la Vanoise qui sont issus de la Vanoise qu'on peut retrouver dans plein d'autres massifs. J'avais le souvenir d'un reportage que j'avais fait, notamment sur un prélèvement d'animaux qui étaient partis direction le Mercantour il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est des actions qu'on refait ponctuellement, où il n'y a plus vraiment cette nécessité de prendre des individus pour les amener sur d'autres massifs et repeupler d'autres milieux. Alors, c'est des choses qui sont très discutées. La dernière opération qui a eu lieu de réintroduction, c'est en Chartreuse. Donc là, il y a eu des bouquetins qui ont été prélevés en Vanoise, sur la population de Champagny, et d'autres dans la population de Beldonne. Parce qu'on essaye aussi, quand on fait des réintroductions, de mêler un petit peu des individus de différentes populations pour faire un peu de brassage génétique. Parce qu'une des grosses questions sur cette espèce, c'est qu'elle est passée tellement par des goulots d'étranglement de peu d'individus que voilà, on a un certain nombre d'interrogations sur la diversification de son pool génétique. Donc il y a pas mal d'études qui vont se faire aussi là-dessus. Tout ça, c'est en cours, justement? Voilà, actuellement, on est dans le cadre d'un programme Alcotra. C'est des programmes européens. Voilà, entre la France et l'Italie. Donc il y a 4 espaces protégés français et 4 espaces italiens qui font partie de ce programme. Donc il y a différents volets à l'intérieur de ce programme. Certains sur justement l'élaboration de méthodes de comptage fiables qui donnent des bons résultats, des suivis sanitaires, et puis un volet génétique également, et puis tout un volet communication, animation. Voilà, donc il y a un gros programme comme ça sur 3 ans qui va permettre de découvrir encore sans doute des choses intéressantes sur ces animaux. Dernière petite question, est-ce qu'on sait tout aujourd'hui de cette espèce qu'on suit justement depuis plus de 50 ans? Est-ce qu'on a fait le tour du problème? Non, on n'a pas fait le tour, on n'a jamais fait le tour en recherche, mais 50 ans, c'est pas vieux. Hein, faut se dire, c'est même pas une génération humaine pour une espèce qui avait quasiment disparu de chez nous, donc il y a encore plein de choses à connaître sur les dynamiques de colonisation, sur le comportement des populations en fonction de leur densité, sur les réactions aux maladies. Là, on a vu des choses très intéressantes suite à l'épidémie qu'il y a eu en Vanoise, de voir comment se comportent les populations, comment elles réagissent. Donc il y a encore plein de choses à connaître. C'est pour ça qu'on marque les animaux. Le fait de les marquer, de pouvoir les reconnaître individuellement, ça nous permet d'avoir un suivi individuel, d'avoir des paramètres démographiques classiques, la survie, la reproduction, qui ne sont pas toujours les mêmes sur d'une population à l'autre des Alpes, en fonction de différents facteurs. Et puis, voilà, puis de voir comment ils utilisent l'espace, les migrations qu'il peut y avoir. Dans le cadre du programme Alcotra, là, on va poser des colliers GPS pour voir aussi un petit peu justement les corridors écologiques qui peuvent exister entre les populations. Donc voilà, il y a encore plein de choses à découvrir. C'est sans fin. C'est sans doute quasi sans fin, ouais. Franck Barchou, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est rapide, ça enchaîne. Mais je vous laisse repartir en régie et on va continuer. Merci beaucoup, à bientôt. Avec un autre dossier montagne, on va partir direction Avoria, direction les Natural Games, où j'ai la chance d'avoir avec moi par Skype justement François Bon, l'un des grands noms du speed riding au niveau mondial, qui s'occupe justement sur ces Natural Games de tout l'aspect glisse et vol. Les Natural Games, ça a commencé hier. Et déjà, question bête et méchante, est-ce que ça se passe bien, François? Ça se passe super bien, bonsoir, ouais, super bien. Il fait beau, un petit peu de vent, mais beaucoup de soleil, ça fait du bien cet hiver. Alors, on le rappelle, en quelques mots, le principe des Natural Games, c'est beaucoup d'événements sportifs, beaucoup de fêtes également et quelques concerts à la clé. Exactement, les Natural Games, c'est le seul événement sportif qui allie le sport tous les jours dans plein de disciplines et puis les concerts, la musique le soir. Donc en fait, il y a plein de riders, il y a plein de monde, il y a plein de public et on s'amuse la journée, on fait du sport en pro ou en amateur et puis on va au concert le soir avec des super artistes. C'est cool. Donc très bonne ambiance, plein de grands noms également avec de grosses démos. Toi, tu feras partie des démonstrations de speed riding? Ouais, de nuit, ce soir, entre 22h et 23h, si les conditions le permettent, on va pouvoir faire une bonne démo de speed riding sur le village. Ah, carrément, donc on invite déjà tous les téléspectateurs à se rendre du côté d'Avoria ce soir et jusqu'à dimanche. D'ailleurs, il y a un gros programme qui suit dans les prochains jours. Ouais, alors avec des concerts jusqu'à vendredi soir et samedi encore en journée, quelques activités. Mais il ne faut surtout pas manquer du coup les activités sportives demain encore et demain soir le grand finish avec les remises des prix des sportifs et les gros concerts. On a Joe Star en concert demain soir par exemple et bien d'autres. Hein. Il y a Kavinsky ce soir par exemple.
Enfin, moi, ça me plaît, hein, moi, je trouve ça super. Et puis, au niveau des sports, que ce soit en slopestyle, en highline, en border cross, en e-bike, en ski et snowboard, etc. Et en speed riding, évidemment. Dernière petite chose, tout le monde peut s'inscrire. Il y a des pros, mais il y a aussi des amateurs. Ouais, il y a des pros et des amateurs, notamment sur les activités de ski et de snowboard. En speed riding, par contre, c'était un invitational, il a fallu sélectionner les riders. Et donc, on a les 12 meilleurs riders du monde qui sont là sur la compétition ces jours-ci. Ça promet de très très belles images. François, merci d'avoir été avec nous. Bon courage pour ces quelques jours de fête qui, j'en suis sûr, vous laisseront quelques traces pendant quelques jours. Mais en tout cas, ça s'annonce déjà comme une très très belle fête du côté d'Avaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Et puis je retrouve Fanette en fin de cette émission. Oh, ça me fait plaisir de te retrouver, ça veut dire que c'est la fin de la journée. C'est la fin de journée. Pour parler revue de presse justement, et tu nous as trouvé de superbes images très impressionnantes du côté de Tignes. Voilà, c'était il y a 2 jours, elle a été publiée sur le compte Facebook des pisteurs secouristes de Val d'Isère. En fait, il y a un déclenchement d'avalanche qui a été organisé pour sécuriser la route, sauf que la coulée, hop, comme on le voit, elle est arrivée sur la route, donc ça a un peu surpris... comme on peut le constater, les personnes qui étaient sur place. J'aime bien voir pisteurs secouristes, gendarmes courir devant l'avalanche qu'ils ont un peu eux-mêmes déclenché. Je pense pas qu'il s'était prévu que ça aille si bas. Ah mais ça en dit long en tout cas sur, sur les quantités de neige. Et donc encore une fois, prudence en montagne en ce moment parce que ça pète de tous les côtés. C'est ma phrase ça normalement. Tu me voles ma phrase. Et puis toi, on va aller préparer l'été avec les fameux lacets de Montvernier. Es-tu fan de vélo, Fanette? À plat. À plat, donc ça ne me pas parle la route, pas. Hein, pas les pneus. Merci Fanette pour ton expertise. Bon, en tout cas, si tu n'es pas fan de vélo, je ne sais pas si tu connais, mais en tout cas, tous les fans de vélo connaissent les lacets du Mont-Vernier qui ont été mis en lumière lors du Tour de France 2017. C'était l'année dernière, c'était la première fois que ces fameux lacets, ces 19 lacets, faisaient partie de la grande boucle et ça n'a laissé personne de marbre puisque justement, l'organisation du Tour de France a décidé de revenir cette année sur ce parcours, mais forcément, sachant que la route est très étroite et très à flanc de falaise, elle a été interdite tout simplement aux fans et à tout le public justement, qui est donc interdit de venir sur ces 19 épingles. Qu'à cela ne tienne, c'est pas ça ceux qui arrêtent les fans du vélo et qui ont justement sorti une superbe vidéo à 360 degrés, donc 6 caméras embarquées sur la tête d'un grand monsieur, Charlie Motet, c'est un ancien maillot jaune qui a 10 grandes boucles à son actif, qui a fait donc la descente à une moyenne de 70 km/h, 40 km/h dans les épingles à cheveux, donc il y a du gros niveau et c'est très impressionnant, de très très belles images. Il a fait également le col de l'Isoire pour ceux à qui ça parle, pour les fans de vélo également, donc on peut retrouver ces images pour se mettre vraiment dans l'ambiance et pour ne pas passer à côté d'un des plus beaux tracés des Alpes à faire à vélo. D'ailleurs, je suis sûr que les motards seraient intéressés également, mais bon, j'ai beaucoup aimé l'initiative. Et puis de toute façon, on va en parler du vélo là avec le Tour de France. Je sais que tu adores ça. J'ai hâte, tu n'as pas idée. On a le temps de refaire un petit rappel des titres? Non, on n'a pas le temps du tout. On n'a pas le temps, on va voir ça tout de suite dans le JT. Voilà, donc je te laisse la place sur ce même plateau tout de suite, c'est le JT. Merci à toutes et à tous de votre attention. L'émission est maintenant finie. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro d'Accès Direct. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée sur 8 Mont Blanc.